Hop, oui, donc écoutez, merci beaucoup de l'invitation d'abord, hein, de cette expérience stimulante, parce que finalement, moi, comme tout le monde, ça fait un an qu'on vit dans ce Covid, et puis ça a été pour moi l'occasion de réfléchir un peu plus que superficiellement à ce que ma discipline a à voir avec le Covid, enfin les enjeux dont je suis spécialiste. Alors, effectivement, je suis professeur en aménagement de l'espace et urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris, et plus spécialement spécialiste de questions de transport, notamment avec une approche de temps long, celle donc historique, hein, puisque j'ai une formation d'historien, mais aussi des enjeux plus opérationnels, notamment sur les questions transport et énergie et sobriété énergétique. Voilà. Alors, je me demandais un petit peu, j'ai pris l'objet qui est apparu dans notre monde et qui s'appelait une piste cyclable avant et qu'on a appelé une corona-piste depuis un an. Et je me suis demandé où est-ce qu'elle nous mène. Alors, on va essayer de partir un peu, enfin, on parlera un peu de cet objet pour revoir un peu la façon dont la ville, et notamment ses réseaux de transport et cette question de mobilité en général, est interrogée par le Covid, éventuellement transformée. Et l'idée étant de se dire que, enfin, d'interroger temps long et temps court aussi sur les inerties, les transformations, les rythmes de transformation de la ville et de ses mobilités face à un choc, une crise immédiate. Mais comme vous le verrez derrière, moi, je vais ressortir la crise de temps long qui est celle du climat, en fait, hein, qui n'est pas sans lien avec le Covid de mon point de vue. Alors moi, du point de vue des mobilités, hein, je ne suis pas du tout sur les causes éventuelles, déforestation, rapport au monde animal, ça, ce n'est pas évidemment mes sujets. Mais on va voir que Covid, pétrole, pic du pétrole, mobilité, ça a des liens, transformation éventuellement de nos pratiques, puisque la crise, moi j'apprendrai en historien comme étant un phénomène à la fois révélateur de tendances précédentes et accélérateur de ces tendances. Donc c'est un peu ce que je vais essayer de montrer. Alors là, je vous ai mis en image initiale le kit de déconfinement. Vous voyez, pour sortir enfin de chez vous, donc ça c'était au printemps, là, quand on pouvait ressortir je ne sais plus en mai, pour vous en sortir dans cette nouvelle ville, on vous proposait là le plan des nouvelles Corona-pistes parisiennes qui donc laisse supposer que c'est un peu le monde d'après, finalement, le fameux monde d'après. Le monde d'après, c'est la ville cyclable, d'après ce kit de déconfinement. On va voir un petit peu, je vais aussi trouver quelques données sur comment on bouge aujourd'hui par rapport à comment on bougeait il y a un an. Alors, les flèches, elles ne marchent pas. Il faut juste qu'une fois tu cliques là-dessus, voilà. et après, super, les flèches marchent. Et donc, du coup, je vais vous proposer trois parties. Première partie sur la mobilité, donc au cœur de la crise sanitaire, parce que c'est quand même, on est dans un monde de mobilité et d'immobilité, hein, donc je vais un peu réfléchir un peu là-dessus. Puis après, cette idée de crise révélatrice et accélératrice, et puis essayer de penser les crises, de celle du coronavirus à celle du climat et de l'énergie. Alors, première partie, constater d'abord que la ville et la mobilité ont été au cœur de la crise sanitaire. Alors, peut-être que toute discipline va dire qu'elle a été au cœur de la crise sanitaire. Moi, je le dis pour la mienne, c'est constater évidemment que la crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit toujours révèle une forte tension, ou s'appuie sur une forte tension entre mobilité et immobilité. D'abord, la mobilité est devenue un problème. Donc, par la question de la diffusion du virus, donc on verra tout à l'heure avec le collègue, et notamment par l'avion, hein, par ces aéroports qui sont devenus les lieux au début, hein, on va contrôler, on va fermer, etc. Et puis après, ça se diffuse par autre chose que par les avions, une fois que ça arrive dans les différents pays. Moi, j'avais une étudiante italienne au tout début, l'année dernière, quand ça a commencé en Lombardie, qui aimait bien dire que oui, c'est pas par hasard que ça commence en Lombardie, c'est parce que nous, en Lombardie, on est vraiment connectés au monde. En fait, on travaille vraiment, on est là, etc. Et bonjour. Et puis là, je lisais, il y avait un article dans Le Monde ce matin là, sur le Finistère, qui lui est peu touché, mais en fait, c'est assez marrant. Le Finistère est traditionnellement très connecté avec les marins, et en même temps, à bout du monde, n'est pas très connecté. On le voit là, enfin, quelque part, il est en marge. Donc, il y a cette question de la mobilité comme problème, qui s'incarne dans des lieux frontières, des ports, Dunkerque, etc., des aéroports.
Et puis, il y a eu ce problème de la mobilité des mouvements quotidiens sur lequel je vais revenir bien plus précisément. Et par ailleurs, évidemment, c'est l'immobilité qui a fait figure de solution avec le confinement, qui est quand même une forme d'immobilité, puis les différentes limites de déplacement qu'on connaît toujours. Là, je vous ai mis une petite image des cours d'école avec les délimitations des zones pour les enfants, pareil sur les quais de gare, etc. Et puis une forme d'immobilité sur laquelle je reviendrai aussi, qui est le télétravail comme forme d'immobilité, puisque vous êtes sur votre place. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro avec un petit enfant. Merci beaucoup. Alors, cette tension entre mobilité et immobilité, pour moi, elle n'est pas vraiment nouvelle parce qu'on a l'habitude, dans l'histoire des mobilités, on va dire, de penser les deux facettes de la chose. C'est-à-dire que moi, je le prends d'un point de vue très physique. Pour qu'il y ait mobilité, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit stable et qui soit fixe, il faut qu'il soit immobile. L'infrastructure, ce qu'on appelle souvent l'infrastructure, mais le penser comme infrastructure physique, ce n'est pas uniquement le seul sens. Cette infrastructure peut être sociale, en fait, pour que certains puissent bouger vite, par exemple, il faut qu'il y en ait beaucoup qui ne bougent pas vite, etc. Donc, on a aussi une vision qui n'est pas uniquement matérielle de la voie face au train, pour prendre ça. Donc, mobilité et immobilité sont, à mon avis, à voir comme deux faces d'une même pièce. Et, et d'ailleurs, une des façons de le penser par rapport à la crise, c'est que la mobilité n'était pas uniquement du côté des problèmes, mais a aussi été du côté des solutions. Puisqu'on a mis en scène, je ne suis pas en train de les critiquer, mais en tout cas, on a mis en scène quand même les transferts sanitaires d'un département à l'autre en TGV. Et puis, il y a eu cette idée aussi qui m'a paru assez étonnante de dire que voilà, il ne fallait jamais rester statique dans les parcs, sur son banc, il fallait bouger. Donc, il y avait cette idée que le mouvement était aussi quelque part une solution. Donc, selon les espaces… Voilà. La montagne était interdite. Quand même. Et, oui, mais selon les espaces, les moments, la solution était plutôt du côté de l'immobilité ou de la mobilité. En tout cas, ça redistribuait un peu les cartes de comment on regarde cette pièce avec deux faces, en fait, si je puis le dire comme ça. Sur ces problèmes de mobilité, bon, là, je raisonne en tant que mathématicien. Nous, on a une vision très multi-échelle du mouvement, enfin, multi-échelle de l'image, etc. Et on voit bien que tous les mouvements n'ont pas la même valeur. Enfin, et ce n'est pas un problème non plus de distance, parce que les mouvements intra-indiens, par exemple, en Inde, vraiment n'ont pas été un vrai problème, alors que les mouvements extra-pays ont amené à des vrais soucis. Oui. Ah oui. Et que là, on a une décomposition du mouvement en plus que immobile versus mobile. Oui, ouais. Alors c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que on pourrait le rajouter, tout à fait. Cette gradation de quels mouvements mobiles sont acceptables. Ouais, tout à fait. Moi, je vais me centrer plutôt sur des mouvements de déplacement urbain, enfin quotidien, on va dire. Même si derrière ça, le télétravail et tout, on peut avoir des mouvements de relocalisation en fait qui peuvent arriver, qui sont une autre forme, avec déménagement, pour le faire vite. Mais il y a aussi le mouvement touristique dont je parlerai peu et qui ont beaucoup disparu aujourd'hui, mais qui sont aussi en interaction avec nos formes d'aménagement. On parlait des Jeux Olympiques, du Grand Paris, etc. Tout ça est extrêmement lié au tourisme, à la promotion du tourisme. Donc, déplacement du quotidien, déplacement du non-quotidien et du tourisme sont liés. Alors, j'avais aussi noté que dans le vocabulaire qui a émergé autour de nous, il y a tout, on touche à tous ces mots de la mobilité, avec des nouveaux mots ou le retour d'anciens mots. Confinement, couvre-feu, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on avait utilisé. Enfin, moi, dans ma vie, je n'avais jamais utilisé. Et donc, c'est quelque chose qui revient. Des nouveaux mots, donc, comme celui de coronapiste. Et puis des mots étrangers, là, le fameux click and collect, moi qui m'énerve un petit peu, parce que je me disais commander et retirer, ça marchait aussi, mais qui est aussi dans le mouvement. Voilà, cette idée du mouvement, soit numérique de la souris, soit du collect de quelqu'un qui va le chercher ou qui vous l'amène éventuellement.
Donc, on a aussi ce nouveau vocabulaire de la mobilité. Et puis surtout, là, je vais être plus long là-dessus, on a le sentiment que nos mobilités ont changé. C'est-à-dire que les gens il y a eu peut-être, je vais revenir dessus, une surreprésentation peut-être de cette idée, mais l'idée qu'on avait beaucoup plus marché, qu'on allait beaucoup plus à vélo, et pendant le confinement, ou pendant les confinements, notamment parce que quand vous êtes confiné chez vous, vous avez envie de faire un peu de sport et que le faire à vélo ou à pied, ben c'est pour une raison de santé personnelle. Mais aussi au-delà des confinements, eh bien, on a le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment quand on prend le métro à Paris, on le voit, que les gens sont moins dans les transports collectifs, que les transports ont été vidés. On va voir, je vais vous donner des chiffres, etc. Qu'il y aurait, et il y a, mais pas tant que ça, plus de voitures, enfin plus d'usage de la voiture. Et donc ça, c'est un sentiment qui est, je dirais, assez partagé et qui mérite d'être objectivé parce que probablement qu'il est différent selon les situations géographiques et notamment aussi sociales. Donc, je vais pas mal insister sur les différences sociales liées à ça. Alors, comment est-ce qu'on peut en parler? Eh bien, en fait, il faut des chiffres. Et les chiffres, ce n'est pas super facile d'en avoir parce que on n'est pas habitué, nous, dans le monde des transports, on va dire, on n'est pas habitué à regarder les choses avec un tel rythme. Le rythme, c'est un peu le bas de mon PowerPoint là, mais le rythme des enquêtes, ce que j'appelle les enquêtes ménage déplacement, EMD, c'est tous les 8-10 ans. Donc, on n'est pas sur un rythme où on va réagir en deux mois en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est des grosses enquêtes. Des enquêtes où vous allez interroger plusieurs milliers de personnes et vous leur demandez d'où elles viennent, pour quel motif elles se déplacent, où elles vont, et vous voyez avec quel moyen de transport elles utilisent. Et ça a lieu donc tous les 10 ans, enfin 8-10 ans. La dernière, c'était 2011, et il y en a une qui a été faite en 2018, et dont les premiers résultats ont été publiés en janvier 2020, et qui étaient déjà des premiers résultats préliminaires, etc. Donc, c'était des choses très lourdes. Pour l'Île-de-France, là, je parle, mais on peut avoir ça pour d'autres zones. Donc ça, ouais. Question, est-ce que justement tu as accès ou est-ce qu'il serait possible d'avoir accès au Pass Navigo et aux informations du Pass Navigo? Alors, là, il y a deux choses. Ça, ces enquêtes ne sont pas sur le Pass Navigo, elles sont vraiment une enquête en terrain réel, de se dire, je regarde où sont les gens, où ils vont, comment ils se déplacent. Donc là, je constate les choses. Après, vous avez autre chose qui sont les chiffres, j'inverse mon PowerPoint, qui sont les chiffres des opérateurs, que ce soit souvent les autorités organisatrices, hein, pas forcément aujourd'hui la RATP ou la SNCF, mais ce qu'on appelle Île-de-France Mobilité, qui dépend de la région. Et dans les villes de province, les intercommunalités, enfin les métropoles aujourd'hui, comme on appelle, ils ont les chiffres sur leur réseau pour les abonnements. Alors l'avantage, c'est que l'abonnement est très majoritaire dans les pratiques. Donc avec l'abonnement, on a une bonne représentation de ce qui se passe. En revanche, par exemple, si vous regardez le réseau parisien du métro, vous passez votre Navigo à l'entrée, mais pas à la sortie. Donc, on ne sait pas où vous allez. Contrairement à Londres, hein, par exemple, où c'est refermé à la sortie. Donc, les choses ne sont pas… Enfin, voilà, on n'a pas non plus toutes les informations avec ce genre de choses. Mais donc, ce qui a été réalisé, ce que je vais présenter, c'est qu'il y a quand même une enquête en urgence qui a été faite, mais qui est de moindre qualité que les grosses enquêtes dont je parle et qui sont coûteuses, et que d'ailleurs, si c'est 8-10 ans, c'est que ça s'espace de plus en plus parce qu'on n'a plus les moyens de les faire. En revanche, la première partie de ma diapo, c'est de dire que grosso modo, moi j'avais entendu quelqu'un de la RATP nous le raconter, ils ont eu, pendant les confinements, une fréquentation de l'ordre de 15 à 20% de la fréquentation habituelle. Donc là, vraiment, vraiment très, très faible. Et depuis lors, à chaque fois après confinement, on est sur une fréquentation qui est de l'ordre de 60%. Donc, ce qui est en fait très faible aussi, évidemment. Alors après, ça change, c'est peut-être pas étal sur, le 60%, ça s'applique pas forcément pareil le long de la journée, parce que vous savez, il y a les pointes du matin, du soir, mais la tendance globale de temps long, c'est que de toute façon, les creux se remplissent. Hein, on est sur des pointes de moins en moins pointues, en quelque sorte, puisque la plaine remonte. Alors, je vous présente quand même les chiffres qui sont pour l'Île-de-France, qui sont disponibles. C'est une enquête qui a été faite en septembre-octobre 2020 avec une méthodologie allégée qui était plutôt… Donc, ils ont interrogé par téléphone des gens en leur parlant de leur pratique de la veille.
ce qui est moins fiable que d'aller voir vraiment sur le terrain où sont les gens et comment est-ce qu'ils sont en trottinette, à vélo, etc. Et où ils vont, etc. Alors, les résultats, et je vais vous les montrer après des chiffres, c'est donc c'est disponible sur le site de l'Observatoire des mobilités, la Omnil. C'est qu'on a plus de personnes qui sont restées chez elles, c'est pas très surprenant, qu'on a moins de déplacements. Combien de déplacements faites-vous dans votre journée en moyenne? Vous en faites entre 3 et 4. Et là, on en a fait un peu moins. Ça dépend un peu après de votre statut social et tout ça. On a passé moins de temps dans les déplacements. Combien de temps place-t-on dans les temps en déplacement en Ile-de-France? De l'ordre de 80 minutes par jour. Là, ça a baissé. Mais ça dépend aussi de votre statut social. Et puis, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on est habitué à faire des achats de retour du bureau ou du travail. Ça a disparu. Et donc, on est sorti exprès de chez soi pour faire des achats. En termes de… Ça, c'était un peu les motifs et les pratiques. Mais après, il y a quel système de mobilité vous avez utilisé. Donc, il faut savoir qu'on mesure les déplacements en nombre de déplacements, ce qui ne représente pas le kilométrage parcouru ni le temps passé. C'est l'unité de base. Elle est discutable, elle n'est pas très représentative des enjeux climatiques, par exemple, mais c'est l'unité avec laquelle on mesure. Donc, aujourd'hui, le mode dominant de déplacement en Ile-de-France, en nombre de déplacements, c'est la marche. C'est la marche qui est passée de 40 à 45%. Donc, la marche va très bien, en fait, en quelque sorte. Puis la voiture 34 à 32, donc c'est un petit peu affaissé. Le transport collectif de 22 à 18, donc ça a pas mal baissé. Et puis le vélo, qui a un peu augmenté. Alors c'est beaucoup en proportion, il partait de bas en fait, mais il reste assez bas, quoi. Il reste, pour avoir un exemple pas comparable, parce que là on parle de l'Île-de-France, une région de 12 millions d'habitants avec des zones moins denses, mais les meilleurs taux de part modale, comme on dit, du vélo, c'est à Copenhague, c'est à Amsterdam, et c'est de l'ordre de 30%. Donc là, en France, la meilleure ville, c'est Strasbourg, avec 12%, Grenoble, Bordeaux. Donc en Ile-de-France, on est vraiment bas, pour le coup. L'Île-de-France, c'est vraiment trop grande pour faire du vélo. Voilà, c'est des chiffres qui doivent être similaires aux chiffres de Londres. Londres étant grande à peu près comme l'Île-de-France. Oui, à Londres, c'est pareil, oui, tout à fait. À Londres, ils avaient lancé, en revanche, le nouveau maire Khan avait lancé des autoroutes à vélo avant les coronavirus, puisque c'était au moment de son élection, il y a 3 ans, je ne sais pas quoi. Il a lancé un grand programme d'autoroutes à vélo pour propulser le vélo, qui, nous, existe avec le projet vélopolitain, bon, voilà, ça devrait aussi arriver, mais peut-être avec un peu moins de volonté. Non, parce que pour faire beaucoup de vélo, c'est très clair que pour les gens, faire 20 km en vélo par jour, ça devient limite. Or, l'Île-de-France, c'est ce genre de taille. Tout à fait. Alors, surtout, ce qui ressort de cette enquête, et je vais vous montrer comme ça, c'est qu'il y a des très grandes différences selon les catégories sociales. Alors là, j'ai juste fait des copier-coller de leur tableau, mais on va parler des cadres, on va parler des ouvriers, des retraités et des étudiants. Et en fait, ces gens-là n'ont pas du tout vécu les transformations des mobilités pareilles. Les cadres, eh bien, en fait, ils étaient 2% à ne pas se déplacer en 2018, et là, ils sont à 9%. Ils font beaucoup moins de déplacements qu'avant, et leurs déplacements se passent, ils faisaient 111 minutes de déplacement en moyenne avant, et ils en font plus que 89. Donc ça s'est beaucoup baissé. Et ils ont passé beaucoup plus de temps chez eux. Ils passaient 13h33, ils en passent 16h17. Donc là, voilà, ils sont beaucoup chez eux. Ils font du télétravail, pour être très clair, ça c'est clair. Mais cette idée du télétravail qui a beaucoup été médiatisée, elle n'est pas du tout vraie pour tout le monde. Elle est notamment pas vraie pour les ouvriers. Vous voyez que les ouvriers, en fait, ils passaient 14h24, ils passent chez eux, ils en passent maintenant 15h27, donc juste 1 heure de plus. Ils faisaient 3,8 déplacements, ils en font 3,9, donc ils n'ont pas baissé, mais enfin, c'est pareil, pour faire vite. Ils passaient 107 minutes, ils passent 100 minutes, donc c'est un tout petit peu baissé, mais pas beaucoup. Donc les ouvriers, clairement, n'ont pas vécu du tout la même transformation de leur mobilité. Et c'est beaucoup moins médiatisé. Voilà. Autre catégorie, je vais assez vite, mais enfin après, je laisserai le PowerPoint et puis c'est en ligne. Eh bien, oui, j'avais oublié cette catégorie, c'est ceux des résidents des quartiers prioritaires de la ville. Donc, eux, eh bien, leur nombre,
noter le temps de déplacement donc, qui était de 1h50, qui s'est beaucoup baissé à 1h30. Leur temps passé à la maison a un peu augmenté et leur nombre de déplacements a un peu diminué, mais ils traduisent ça plutôt par des problèmes de chômage que par des problèmes de télétravail. Et puis les retraités, eh bien, les retraités, eux, ils passaient 20h22 chez eux, ils en passent 20h41, donc ils ont un peu augmenté, ils ont un peu moins bougé, mais ils bougent beaucoup moins que la moyenne. Donc, vous voyez, ils sont enfin, leur nombre de déplacements a baissé de 4 et quelques à 3,6. Et ils sont une part de retraités qui ne sont pas déplacés qui a augmenté donc de 14 à 19% sur la journée considérée. Donc, les effets sont assez différents selon les catégories sociales, ce qui peut s'expliquer évidemment par les modalités du rapport au travail. Mais moi, ce que je soulignerais, c'est que l'idée est que médiatiquement, on a beaucoup parlé du télétravail, beaucoup parlé de la télé-enseignement que nous connaissons tous, tout ça, mais assez peu finalement du fait qu'il y a tout un tas de gens dont le métier n'est pas télétravaillable, pour faire vite, ou qui n'ont pas de boulot en tant que tel. Alors, dernier point sur lequel la mobilité se trouve vraiment au cœur de la crise, c'est la question du plan de relance du gouvernement. En fait, quand vous le regardez, on a une focalisation, et Bruno Le Maire l'a encore répété au tout début de façon très claire, en disant « nous, nos priorités dans la vie, c'est Renault et Air France ». Et donc, relancer l'aérien, relancer l'automobile, c'est le cœur du plan de relance. Là, je vous ai mis le programme de comment l'avion va devenir propre et vert selon le gouvernement en 15 ans. L'avion et tous les modules volants. Il n'y a pas que ces deux gros moteurs, il y a aussi le ferroviaire et le vélo. Ce qui est en fait un peu contradictoire parce qu'à la fois on annonce qu'on va relancer la bagnole et en même temps qu'on va relancer le vélo, que le vélo va prendre des parts modales, que le ferroviaire va relancer, etc., alors qu'on relance aussi l'avion. Donc en fait, on est vraiment, moi ça me rappelle ce moment pompidolien, en fait, le moment pompidolien qui est celui d'une mobilité. Alors souvent on associe Georges Pompidou à l'automobile, ce qui est en fait assez discutable parce qu'il y a sa fameuse phrase « il faut adapter Paris à l'automobile », mais aussi il disait que la suite c'est qu'il fallait aussi que les conducteurs soient adaptés à la ville. Donc ça c'est la deuxième partie qui est assez oubliée. Mais le moment Pompidou, c'est un moment où on a promu aussi le RER. Pompidou, c'est celui qui inaugure les premiers tronçons du RER. Et c'est un moment en fait de mobilité tous azimuts. Il y avait aussi Concorde, il y avait aussi l'aérotrain. Enfin, vraiment, on allait dans une sorte de fuite en avant de la mobilité. Et moi, en fait, Macron, qui a ce passé de banquier, pareil, un peu comme Pompidou, il me rappelle un peu ce moment-là, en fait, on relance tout à la fois en mettant une couche de verre dessus. Mais ce que ne mettait pas Pompidou, même s'il a été attaché aussi à la politique de l'art. Bon, je ne vais pas lancer là-dedans, mais voilà. Donc, et par ailleurs, cette mobilité, elle est vue uniquement du point de vue de l'industriel. En fait, c'est ça, industriel et économique. La personne qui vous parle de l'avion, de l'automobile, etc., c'est Bruno Le Maire. Et donc, c'est avant tout la question de l'emploi, voire du prestige national, etc., toute cette rhétorique classique qui, en fait, interroge pas la transformation des mobilités en tant que pratique. Alors, voilà, ça, c'était mon paysage sur où est la mobilité dans la crise Covid, dans un premier aperçu. Après, dans cette deuxième partie, je vais essayer de vous montrer que cette crise Covid, elle a été à la fois révélatrice et accélératrice de tendances qu'on avait déjà dans le monde des mobilités. Est-ce qu'on peut poser des questions? Est-ce que peut-être des gens veulent poser des questions par rapport à cette première partie? Ceux qui sont en ligne, si vous voulez poser des questions, peut-être. Ils sont où? Ils sont là. Hop, voilà, on va les mettre en... On va les rendre visibles. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Vous savez que c'est l'idée ici. Sauf que j'arrive pas à l'agrandir, ça, mais je vais y arriver un moment. Voilà. Hop. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont? Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je répète. Bon.
Bah, pas de questions. Dans la salle non plus. Dans la salle non plus. Moi, j'ai une question. Sur... Est-ce qu'on a des chiffres? Alors là, tu nous as montré des chiffres Île-de-France qui sont des chiffres globalisés. Et bon, tu nous as bien montré qu'il y avait une disparité entre type de gens ou type d'individus. Est-ce qu'on peut avoir ces chiffres localisés par, je dirais, la taille d'un arrondissement parisien? Alors, je suis désolé, je ne suis pas un expert des questions d'enquête. Donc, il me semble, là, ils ont vraiment fait un échantillonnage fondé sur les quotas, etc., de 5000 personnes, je crois, sur l'Île-de-France. Donc, je pense que 5000 personnes sur l'Île-de-France, ça ne permet pas de revenir à… Enfin, à mon avis, statistiquement, on va tomber sur 50 personnes dans un arrondissement, ça va être un peu… On a quand même eu l'impression qu'au moins au niveau de Paris et de la proche banlieue, qu'en fonction de la localisation, il y avait des bouts qui sont complètement vidés, quoi. Alors, en revanche, là où ils ont des chiffres, et je ne les ai pas mis, sur des grosses masses, Paris, petite couronne, grande couronne, et est-ce que les déplacements ont évolué, comment ils ont évolué entre ces grandes masses. Et là, alors je ne les ai plus en tête, il faut regarder sur le site. Mais on ne pourra pas descendre plus bas. Généralement, ce n'est pas donné, dans les grandes enquêtes, ça va être donné justement dans ces catégories que je viens de décrire. Sachant qu'en Ile-de-France, les principaux déplacements sont de grande banlieue à grande banlieue, pour dire, de périphérie à périphérie. Paris, c'est vraiment un tout petit point. Ouais. C'est une question à laquelle il n'est peut-être pas facile de répondre, mais tu as commencé en disant, voilà, le temps de mon étude n'est pas le temps habituel, et j'ai l'impression que ma discipline se situe au cœur des problématiques qui se posent en ce moment. Je me demande, est-ce que le Covid a fait quelque chose à ta discipline? Est-ce que tu ressens des modifications, des besoins différents, des choses poussées à leur limite, au contraire d'autres choses que tu imaginais moins centrales? Est-ce que tu observes des choses épistémologiquement? D'un point de vue de comment est-ce qu'elle s'écrit, cette discipline. Alors, moi, j'ai un peu de discipline, enfin, j'ai un fond historien, donc là, pour le coup, je ne parlerai pas beaucoup, un tout petit peu de quand même histoire, mais… Et il y a un fond aménageur, on va dire. Et dans l'aménageur, on a cette idée qui a émergé, qui s'appelle l'urbanisme tactique. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça, on va en reparler un tout petit peu. Donc, je vais en reparler. Et donc, il y aurait cette idée qu'il y aurait un urbanisme du temps très court, qui en fait consiste à faire des coronapistes, pour faire vite au démarrage. Donc, qui réduit l'urbanisme à du vélo, pour faire vite, ce qui est en fait un problème donc là, dans la pratique des aménageurs, pas forcément de ceux qui l'analysent. Mais du coup, ce sujet a été en partie a été pris par un certain nombre de collègues qui sont intéressés à cet urbanisme tactique. Qu'est-ce qu'il dit à la discipline? Est-ce que, mais avec une vision assez critique, parce que l'urbanisme, on est habitué plutôt à du temps long, parce que s'il y a bien le rythme de changement de la ville, c'est long, même si Baudelaire a dit que ça changeait plus vite que le cœur du mortel, mais en fait, là, on est quand même sur des temps extrêmement longs. Enfin, moi, les temporalités de transformation des territoires par l'automobile ou puis par éventuellement d'autres formes, c'est vraiment des temporalités très longues. Le Grand Paris Express, c'est 50 ans, le métro, le RER, tout ça, c'est 50 ans. Donc, on est vraiment sur des temporalités très longues. Et je dirais qu'on est plutôt sur ce que je vais essayer de dire, c'est que ça révèle, et peut-être que ça accélère quand même, mais les tendances qui sont en jeu, que le Covid a pu avoir révélées, elles étaient déjà là. Et je ne crois pas la ville est un phénomène qui a une telle inertie que ça ne va pas basculer du jour au lendemain. Donc, je dirais que peut-être ce qui change, c'est que mais on ne l'a peut-être pas pensé, ou moi en tout cas je n'ai pas encore pensé, c'est le hiatus entre… Les gens ont cru que tout allait changer en 2 secondes, enfin le fameux monde d'après qui allait arriver, etc. Alors que la ville est un organisme d'une complexité sans nom, et pas que lié au transport, évidemment, les emplois, tout un tas d'éléments qui font que les transformations sont à penser dans du temps très long. Enfin, la planification urbaine, ce n'est pas pour demain, ni en 1 an, ni 2 ans. Donc voilà ma réponse qui est moi, en partie. J'ai une question, si je peux la poser.
lorsqu'on voit, par exemple, la ville de Londres, je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais j'ai des connaissances qui me disent qu'ils vont faire ils ont fait la même expérience, qu'ils ont quitté Paris pour aller en région, hein, parce que à cause du Covid. Voilà, ils se sont rendus compte que Paris, les appartements étaient plutôt petits, et donc avec je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, avec l'obligation de rester à la maison, là, je vous l'appelais comment, Le monsieur? confinement, oui. Le confinement, voilà. Euh, pour des familles, c'était trop petit, et donc ils ont préféré vendre à Paris et acheter en région. Et il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à Londres, c'est exactement ce qui s'est aussi passé et qui continue de se passer, que les appartements ils restent vides. Euh, donc, ça a forcément un impact sur la mobilité. Parce qu'en fait, les gens, ils vont toujours venir travailler à Paris. Euh, est-ce qu'il y a une idée de modification, ou alors d'amélioration de l'offre qui va probablement devenir plus grande entre ces banlieues, alors ces villes périphériques et Paris, ou alors Londres? Alors, ouais. Je parlerai télétravail après, donc j'ai prévu de l'aborder. Ce qui est clair, c'est que, et je parlerai de ça aussi un peu après, mais ce qui est clair, c'est que Paris, et je pense que Londres, ça va être pareil, a toujours joué depuis très longtemps un rôle de pôle attracteur de la population française, mais aussi de pôle répulseur. Donc, les gens viennent s'installer à Paris et vont quitter Paris. C'est vraiment très, très. Il y a beaucoup de turnover de la population. Et là, j'entendais un chiffre, mais c'était la radio, c'était peut-être pas très fondé, mais qui disait que parmi les Parisiens de plus de 20 ans, il y en avait 80% qui n'étaient pas nés à Paris. Un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si le chiffre est vraiment vrai, mais voilà, c'est en tout cas, je pense qu'il y a quand même une idée très claire de la. Et à Londres, ça doit être encore la même chose, voire pas né en Grande-Bretagne, sûrement. Et en revanche, là, il se trouve que j'ai fait faire un exposé sur le projet Crossrail de Londres récemment, et ils m'ont montré une belle carte, là, les étudiants, sur le bassin d'attraction de Londres. En fait, le bassin d'attraction avant le Covid est déjà énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les gens viennent travailler à Londres depuis très très loin, notamment parce que Londres est au cœur d'un maillage ferroviaire historique très dense, très ancien, et avec des tas de compagnies qui se sont battues, etc. Donc en fait, ils ont un réseau extraordinaire de trains. Et donc, du coup, les gens peuvent venir de très très loin, de tout le sud-est de l'Angleterre. Et donc, on a déjà des modes de vie à distance. Alors, ils viendront peut-être moins souvent dans la semaine, peut-être pas tous les jours, c'est ça le truc. Mais du coup, c'est un peu mon idée de dire que ça peut accélérer des phénomènes, mais est-ce que ça en apporte des nouveaux? C'est pas dit. Et je reparlerai télétravail après voilà, pour compléter. Ça marche? Alors, révélatrice, accélératrice, notre crise. Je voulais rentrer là-dedans, même si je vais plutôt parler de transports urbains, mais je parlais de l'avion. Pour rapidement dire ça, c'est que moi, ça fait quelques années que j'ai commencé un cours sur avion et énergie, il y a 5-6 ans, dans le cadre justement de ce labo, le LEED, là, où j'intervenais dans un master sur les énergies. Et puis, je présentais cette superbe exponentielle de la fréquentation de l'avion depuis 1946 jusqu'à 2012, et où mon commentaire, c'était de montrer qu'à chaque crise, l'avion était extrêmement résilient, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il a résisté à tout, et notamment à l'époque, moi je parlais du SRAS, sans savoir vraiment bien ce que c'était que les masques et les virus. Mais le SRAS, s'est effacé en 2 secondes. Le 11 septembre a été un peu plus long à effacer, mais pareil, et qu'on était toujours dans cette croissance de 5% par an. 5% par an, donc là, il y a 2012, mais en fait, si vous prenez jusqu'à 2018, vous continuez l'exponentielle. Jusqu'à cette crise Covid. Là, mon commentaire était quand même toujours de me dire, ouais, mais on sait que les exponentielles ne montent pas jusqu'au ciel et qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Et en fait, le Covid, c'est le nom de cet arrêt, finalement. Moi, j'avais plutôt une vision pétrole en disant, il y a un moment où le pétrole va faire que, mais finalement, ça arrive différemment. Mais ça arrive, c'est-à-dire que l'aviation ne reprendra, moi, je pense, jamais cette exponentielle. Même si elle a. Enfin, et c'est là où je ne sais pas s'il y a des leçons de l'histoire, je ne suis pas forcément fan des leçons de l'histoire. Vous voyez que s'il y avait une leçon de l'histoire, c'est de se dire que toutes les crises, on les surmonte.
Mais moi, je pense que là, il y a une conjonction entre crise Covid et crise climatique qui font que ça va basculer vers autre chose. Et puis, il y a peut-être un seuil d'exponentiel qui, de toute façon, on ne peut pas faire que tout le monde prenne l'avion tous les jours à un moment. Pour avoir participé à une discussion avec des historiens de la peste, si on applique ce genre de schéma au transport maritime, la peste noire n'a pas arrêté le transport maritime. Ouais, oui, mais alors, je veux bien croire ouais, que ça s'est réduit fortement à une période, ouais. Mais... Ouais. Alors bon, tu es plutôt pour les leçons de mon exponentiel qui dit que l'avion résistera à tout. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que le Titanic a eu beaucoup plus d'effet sur le transport maritime. Ouais. Non, mais... Alors, moi, je crois plutôt que c'est effectivement la capacité, quand on va atteindre, comment dire, on atteint la capacité limite du lieu, c'est là que ça va se prendre, il va avoir plus de pétrole, il n'y aura plus de voyageurs voilà. pour monter. Enfin, voilà, c'était juste pour moi, c'était mon entrée dans qu'est-ce que le Covid, ça me dit la limite, cette limite que je pensais un jour qui allait être atteinte, elle arrive comme ça, on va dire. En tout cas, pour, à mon avis, déjà une bonne série d'années. Alors j'ai plutôt parlé, l'avion, je vais l'oublier, là, je vais plutôt être sur les transports urbains, transports et la ville. En fait, la crise, elle nous a beaucoup aussi fait parler du rapport à la vitesse, du rapport à l'accélération, la société qui était rapide, qu'on a voulu freiner, tous ces discours sur le confinement en disant je reste chez moi, je prends le temps, le circuit court, etc. Je vais marcher plutôt que de prendre ma voiture, mon RER ou quoi. Et ça, en fait, ça s'inscrit bien dans je ne sais pas si vous connaissez cette référence du sociologue allemand Rosa, qui s'appelle Accélération, une critique sociale du temps où il essaye de montrer comment est-ce que nos sociétés industrielles sont des sociétés de l'accélération, pas uniquement de l'accélération de nos mobilités, mais aussi de nos rythmes de vie et du fait que, en fait, plus on va vite, plus on a le sentiment qu'on perd du temps et qu'on a de moins en moins de temps. Et donc, on a un sentiment toujours d'insatisfaction de plus en plus fort. Donc, ces aspirations à rompre avec ce modèle, elles étaient déjà présentes avant le Covid. On a évidemment tous les mouvements dits slow, tout ce qu'on veut. Et elles se traduisent aussi par des aspirations à un autre cadre de vie. Mais avant le Covid, il y a une enquête qui avait été faite il y a 2-3 ans avant, qui montrait qu'un Francilien sur 2 voulait quitter l'Île-de-France. Donc on était vraiment, voulait, je n'ai pas dit il quittait, mais voulait et ne pouvait pas pour tout un tas de raisons. Donc on était vraiment sur des choses qui préexistent. La remise en cause de la mobilité, eh bien, en fait, c'est pour cette remise en cause, on peut l'interpréter comme une remise en cause plus globale d'un phénomène qui, moi, présente une cohérence et qui s'appuie sur plusieurs piliers, qui sont l'industrialisation depuis le 19e, la métropolisation, c'est-à-dire la focalisation sur les pôles métropolitains de plus en plus fort, et la dernière loi de transformation des intercommunalités en métropole, elle est il y a quelques années, mais ce mot métropole, évidemment, c'est Londres au 19e siècle, voilà, c'est déjà inscrit dans l'industrialisation. Et puis, ça s'affirme, dans ce phénomène, il n'y a pas que industrialisation, métropolisation, il y a mobilité, vitesse, mais il y a aussi affirmation de l'individu et libéralisme au sens du 19e, c'est-à-dire libéralisme aussi économique et politique. Et ça, je pense, c'est vraiment les bases de notre société héritée du 19e, qui met au cœur de son sujet la mobilité comme une valeur positive. Et c'est une valeur motrice, une valeur positive, qu'on pense par exemple au saint-simonisme qui promouvait par les réseaux de transport, le chemin de fer, la prospérité économique, la paix, etc. Ou qu'on pense à, je vous ai mis ici un peu de littérature, c'était les mémoires d'un touriste de Stendhal, c'est 1838, et c'est aussi cette idée du tourisme, qui est une nouvelle émergence à ce moment-là, sous l'influence aussi anglaise, et qui est l'idée que vous allez avoir une mobilité gratuite en quelque sorte, puisque pour découvrir des paysages, etc. Et ça va de pair avec le fait que l'immobilité, ce qui ne circule pas, ce qui en fait est pas loin de l'insalubrité, de ce que l'hygiénisme du 19e va combattre par la circulation de l'air, de la lumière, etc., est mal perçue, elle est mal vécue, elle est combattue. Et en fait, tout ça,
la crise sanitaire est venue remettre un peu en cause ce modèle du caractère positif de la mobilité. Mais il était déjà latent dans les mouvements de ralentissement dont j'ai parlé. Autre phénomène que la crise accélère, c'est les inégalités sociales. Ça, j'en ai parlé un petit peu. Alors, du mon point de vue mobilité, sûrement d'autres points de vue aussi, puisqu'en fait, on a eu ceux qui pouvaient s'arrêter et puis ceux qui ne pouvaient pas. Et que finalement, c'est ceux qui bougent le plus qui peuvent s'arrêter le plus facilement, quelque part, puisque, par exemple, si je reprends l'avion, on sait que la pratique, par exemple, des cadres supérieurs et de nous autres enseignants-chercheurs de l'avion est très, très forte. Et en fait, on a arrêté du jour au lendemain. Alors que la pratique, par exemple, de milieu ouvrier de l'avion est beaucoup plus faible, mais ils ont continué d'autres mobilités du quotidien qu'ils ne pouvaient pas arrêter puisque leur travail nécessitait de se rendre sur place. Et là, je vous ai montré des différences, par exemple, entre cadres, professions diverses, employés, ouvriers, sur ceux qui travaillent chez eux, ceux qui ne travaillent pas chez eux. Donc, en rouge, c'est ceux qui ne travaillent pas chez eux, vous voyez, donc 98% des ouvriers, ouvrières, etc. Et puis, les cadres, on est à 33%. Donc, on a vraiment des très grandes différences. Et des différences hommes-femmes chez les employés, surtout, où les femmes vont être plus à domicile que les hommes. En fait, ces distinctions sociales, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ceux qui se sont arrêtés, ils sont regroupés en Zoom, en ligne, comme on le fait plus ou moins en télétravail. Et ils ont donc renforcé en fait les critères qui font qu'ils appartiennent à un groupe social cohérent, en se différenciant encore plus de l'autre groupe social qui, lui, devait rester à aller travailler chez lui, dans son entreprise. Et donc, ça rajoute à la distinction des groupes sociaux. Donc, la distanciation qui a lieu, ce n'est pas uniquement la distanciation physique des gestes barrières, etc., mais c'est aussi des distanciations sociales accrues, du point de vue des mobilités, sûrement d'autres choses, des revenus, etc. Accessoirement, c'est aussi un découpage entre ceux qui votent pour le gouvernement actuel et ceux qui ne voudraient pas voter pour le gouvernement actuel. Probablement, oui. Donc, qui en fait… Ceux qui sont en réseau connecté et qui profitent des nouvelles lois et ceux qui n'en profitent pas. Oui. C'est le même découpage. Et puis, on peut retrouver un découpage gilet jaune, pas gilet jaune, toutes ces histoires. C'est exactement ça. Oui. Alors… une question. Oui. Je me pose juste une question en général. Il y avait sur le plan social des développements comportementaux concernant la mobilité entre villes avec des covoiturages et ce genre de choses. Est-ce que, naturellement, avec du Covid, où il y a des risques sanitaires, mais aussi le confinement, j'assume que, donc, je présume que tout cela a été réduit presque à néant, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse comment est-ce que la pandémie influence ces nouveaux modes modernes de mobilité? Alors, pour le coup, je vais parler un peu voiture et pratique de la voiture, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments sur la question du covoiturage que je n'ai pas exploré. Je ne sais pas faudrait aller voir un peu les chiffres. J'imagine qu'ils sont touchés aussi par ces questions de gestes barrières, etc. Je n'ai pas la réponse pour le coup, je suis désolé. Alors, sur les transports, je ne parlerai pas que transport collectif, je parlerai voiture aussi après, mais je vais commencer par les transports collectifs. En fait, notre crise, elle a révélé de grandes fragilités des transports collectifs, y compris en Île-de-France. Là, je vous ai mis Madame Pécresse, que vous avez tous reconnue, et l'autre dame, je pense que j'offre un café à qui me dit qui c'est. C'est la patronne de la RATP, Madame Guillouard. Donc, ces deux dames qui sont quand même qui gèrent, je crois que le budget de l'Île-de-France en mobilité, c'est de l'ordre de 7 ou 8 milliards d'euros. Donc, on est vraiment sur des trucs très lourds. Eh bien, même en Île-de-France, on a été fragilisé. Donc, pourquoi on est fragilisé? Donc, dans les autres provinces aussi. Bien, c'est parce qu'il y a des recettes commerciales en baisse. Les gens ne prennent plus leur abonnement puisqu'ils ne bougent plus.
Maintenant, il faut rappeler que les recettes commerciales, c'est une part faible des ressources affectées pour l'exploitation des transports collectifs, hein, de l'ordre. Alors, dans les meilleures villes, on va monter à 30-40%, mais dans les villes de province moyenne, on est à 15% hein, de couverture par les recettes commerciales. Donc, c'est pas forcément là le phénomène est un peu plus compliqué à comprendre. Là, le plus important est peut-être ailleurs, c'est-à-dire qu'il est du côté de ce qu'on appelle le versement mobilité, qui n'est pas forcément si connu de tout le monde, qui est une taxe qui touche les entreprises de plus de 11 salariés qui doivent verser une part de leur masse salariale pour le transport. Et en fait, ça, c'est une grosse ressource pour les transports publics. Et le problème, c'est que s'il y a une crise économique, il y a moins de masse salariale, et donc il y aura moins de ressources pour le financement des transports. Donc ça représente plus que les recettes commerciales généralement. On a aussi des hausses de coûts avec les gestes barrières, la mise en place de gel hydroalcoolique, tous ces trucs-là à bord des bus, etc. Bon, une baisse de coûts aussi parce qu'il y a moins de gens moins de trains qui circulent. Alors, ils ont fait ça de façon relativement marginale le soir, ou après 21h, je crois, il y a moins de RER, etc. Mais sinon, le rythme est maintenu, notamment parce que il y a beaucoup de gens tous nos ouvriers, pour faire vite, employés, ils bougent à toute heure. Voilà. Donc, on a peut-être et puis, par ailleurs, dans le monde des transports, ce qui est toujours très important, c'est de penser à l'investissement. C'est-à-dire qu'en fait, les rames de métro, de RER, les bus, etc., vous les avez payés et en fait, vous les rentabilisez sur un temps très long. Donc, la durée de vie d'un métro, c'est 40 ans, 50 ans. Le RER, c'est pareil. Le bus, c'est 10-12 ans. Et le tramway, 30. Donc, ça veut dire que plus vous roulez et plus vous allez pouvoir le rentabiliser, l'amortir. Donc, on a eu des tensions, y compris en Île-de-France, cet été, notamment Pécresse qui a dit « je vais être aidé par l'État, sinon je ne paye pas à la RATP, à la SNCF ». Je crois que c'était 2 milliards d'euros, enfin vraiment des sommes énormes. Et moi, ce que je soulignerais, parce que par ailleurs, c'est un sujet qui m'intéresse, je suis impliqué sur l'Observatoire scientifique des transports gratuits, c'est la gratuité finalement des transports dont vous avez peut-être entendu parler à Dunkerque actuellement et peut-être bientôt à Montpellier, elle va se déployer. Et puis Pulvar la met en avant comme candidate à la région à la place de Pécresse, qui elle n'est pas du tout favorable à cette solution. Eh bien la gratuité pourrait peut-être en tirer avantage puisque finalement les recettes commerciales baissent. Donc tendanciellement de toute façon sur le temps long elles baissent. Depuis très longtemps elles baissent en proportion de ce que ça coûte à l'exploitation. Et donc finalement c'est peut-être le petit delta final qu'on peut plus facilement enlever. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas c'est un modèle qui peut être plus favorable. Ces fragilités, en fait, du monde des transports, elles ne sont pas que financières, des transports collectifs, excusez-moi, elles ne sont pas que financières. En fait, on peut s'interroger, moi je réinterrogerais l'essor des trottinettes et de tous les modes de transport individuels plus ou moins électrifiés comme étant déjà l'idée que les gens ne supportaient plus la proximité à bord des transports collectifs antérieurement, depuis une dizaine d'années, pour faire vite. Enfin, une dizaine d'années, il y a ces objets depuis une dizaine d'années. Les gens, ils ne le supportent plus depuis peut-être plus longtemps. Les problèmes de distance physique, on en parlait. Alors, la congestion de la ligne 13 pour prendre la ligne de France, mais aussi le fameux manspreading, là, que vous connaissez, qui est un thème qui a monté il y a 10 ans, enfin, je ne sais pas, 7-8 ans. Je pense que dès avant le Covid, les gens étaient déjà en recherche d'une forme d'isolement, de rupture, en tout cas, de mode alternatif au transport collectif massifié. Et puis, je rappellerai qu'en province, alors ce n'est pas le cas en Île-de-France, mais en province, les transports collectifs représentent une part faible dans les mobilités, 15% à peu près des déplacements dans n'importe quelle ville de province, à part Lyon, et la voiture, c'est 60-70%. Ce qui est très surprenant pendant le confinement, c'est qu'on n'a pas du tout sorti des minibus 15-20 personnes qui auraient permis justement d'un côté pouvoir adapter la direction réellement, même quasiment faire du surcommande. Alors, c'est vrai que nous, parce que ce n'est pas dans notre logique, si on va dans… Alors, je ne connais pas tous les pays du monde, mais il y a des pays où ils ont beaucoup plus sur le minibus, en Afrique, ou en Ukraine, ou je ne sais pas où, voilà, où le Chiroute, ça marche bien. Quoi. Et parce que nous, on est dans le réseau, nous, c'est notre héritage du Saint-Simonisme, des ponts et du ferroviaire qui est là. C'est-à-dire que nous, on est dans le réseau. Et la pensée par le réseau, elle est fondamentale, elle est hyper forte en France.
et elle ne va pas avec le minibus qui s'ajuste. Alors, on a eu aussi l'espace public qui a été transformé. Ici, j'ai pris une photo de Versailles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez une nouvelle piste cyclable. Et puis, au milieu, il y a un ancien bus, vous voyez, qui a été effacé. Et on voit bien qu'avant, il y avait une ligne de bus, en fait, une voie bus, un couloir réservé. Et en fait, on voit bien comment est-ce que la priorité du moment, c'est devenu le vélo, et qui a pris la place. Et il y a eu ça à Paris aussi, c'est juste que je n'ai pas trouvé une belle image, mais on a aussi à Paris des couloirs de bus qui ont disparu au profit du vélo. La RATP n'a rien eu à dire, c'est le préfet de police qui a décidé. Et donc, on est sur aussi une forme de basculement de l'intérêt de la société qui, depuis, pour Paris, depuis Delanoë, quand il est arrivé, ses premières mesures, c'était d'élargir les couloirs de bus, etc., en 2001. Donc, on avait une focalisation couloir de bus qui existait, tramway, c'est la même chose. Et puis, là, voilà, on voit qu'on passe à autre chose sur l'aménagement de l'espace public. Néanmoins, est-ce vraiment autre chose? Ce n'est pas autre chose qui arrive de nulle part. C'est-à-dire que c'est un autre chose qui arrive, mais qui est déjà préstructuré en amont. C'est-à-dire qu'on a déjà de gros intérêts vélos qui sont structurés en associations et qui sont des interlocuteurs alors de la ville de Paris ou des communes locales, etc. Et puis, ou de la région, ils ont réussi bien sûr à promouvoir ce réseau vélopolitain auprès de la région, etc. Donc, il y a déjà des groupes d'intérêt qui sont présents. Donc, l'accélération du vélo ne sort pas de nulle part. Et c'est plutôt un affaiblissement du groupe d'intérêt RATP Transport Public parce qu'ils sont fragiles par différents sujets, comme je vous l'ai montré. Il y a autre chose le vélo qu'on voit, c'est ce genre d'image que vous avez, si vous avez enfreint le confinement, le couvre-feu, vous avez dû voir ce genre d'image, à savoir un McDo, là, où vous avez tout un tas de livreurs de plusieurs entreprises, que leur propre entreprise, si j'ai bien compris, mais enfin, en tout cas, travaillant pour les grosses multinationales Uber et autres, là, qui ont leur vélo et qui sont en fait devenus, c'était une figure qui était déjà présente en fait, mais elle est devenue surprésente. Et elle est même devenue, là, comme je montre, en période après le couvre-feu, c'est la seule occupante plutôt, de l'espace public, et avec des vélos. Donc en fait, on a un peu une convergence entre cet essor du vélo, cette visibilité, et puis cette question du confinement et puis de la livraison, du fameux click and collect, du télétravail, de tout ce qui arrive chez vous. Voilà. Cette belle vision du vélo est disparue pour le scooter maintenant. Ouais, ça dépend des. Ouais, mais je pense qu'il y a de plus en plus de livreurs en scooter par rapport à la période confinement. Vous savez que nombre de mes étudiants m'ont avoué qu'ils portaient des t-shirts et des sacs Uber Eats pour pouvoir circuler le soir et faire la fête tranquille. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. C'est une adaptation rapide, extrêmement révélatrice de la pertinence de votre analyse. Et puis on a la voiture. Ah, la voiture, donc elle est, on en parle toujours trop peu en fait, parce que la voiture c'est l'essentiel de nos mobilités. On aime bien parler du vélo, tout ça, mais la voiture c'est la vraie vie. C'est notre dépendance dans le monde du pétrole, dans le monde du transport, notre dépendance est à 98% du pétrole, parce que nous sommes en voiture. Donc le problème, il est là, le premier problème. Même si on parle beaucoup des transports collectifs, tout ça, on en parle beaucoup plus que ce qu'ils représentent dans la vraie vie. Alors, la voiture, en fait, elle a quand même fait son grand retour pour moi. C'est-à-dire que ce retour était déjà un peu en place, puisqu'elle est redevenue, elle s'est réaffirmée comme la sphère privée. La voiture, il y a une thèse qui s'appelle l'automobile, l'autre chez soi, et c'est l'autre chez moi. Enfin, je suis chez moi dans ma voiture, dans ma sphère privée, et à l'encontre justement d'un certain nombre de tendances qui étaient plutôt à la collectivisation, à l'ouverture, comme le covoiturage, dont on a dit que probablement, même si je n'ai pas été regardé, il s'est sûrement un peu effondré. Qui consistait à accueillir des étrangers chez soi. Et ça, avec le virus, c'est probablement, on l'a beaucoup moins fait. Alors, je vous ai mis une image là que j'ai trouvée, c'est dans les Alpes, là où ils ont commencé à taguer les voitures de gens, pas de touristes, mais de gens qui n'ont pas respecté le confinement pour venir sur leur résidence secondaire dans les Alpes, ou je ne sais pas. Et donc, ils se sont fait attaquer leur voiture au titre du Covid-19, là. Mais pour bien montrer que la voiture, c'est le signe c'est votre signe, c'est vous en fait, votre voiture, c'est vous. Et cette réaffirmation de la voiture,
eh bien, on la vivait déjà avec l'essor des SUV, donc que vous connaissez, Sport Utility Vehicles, donc qui sont des voitures juste plus massives dans leur ligne déjà et un peu dans leur poids, mais qui signifient beaucoup plus le cocon familial et qui signifient beaucoup plus l'affirmation de l'individu face aux autres, puisqu'en fait, l'essentiel du but, c'est aussi qu'en cas d'accident, vous serez plus lourd que celui en face. Et moi, ce qui m'a perturbé un peu, c'est que la voiture, donc elle a été quand même un peu mal en point avec les enjeux climatiques, pétrole, mais avec le SUV et sa version électrique aussi, pas du SUV, mais de la voiture, les constructeurs ont réussi à redonner une nouvelle image, voire avec le véhicule autonome, une image de on va innover, on va tout sortir, etc. Et ça, en fait, eh bien, il y a un nouvel atout de la voiture qui est arrivé, c'est de s'affirmer comme protectrice, comme sphère protectrice, puisque vous ne prenez pas le métro, vous n'êtes pas confronté aux autres, vous êtes dans votre voiture. Et alors que la voiture, il ne faut pas oublier qu'elle est d'abord destructrice du climat. Enfin, moi, j'ai une voiture, j'en parle comme ça, mais c'est clair que c'est un outil très massif de destruction. Donc, on a vraiment une inversion de cette image de la voiture qui est redevenue, enfin, un peu surfée sur une image assez positive. Je voulais juste te dire que la voiture était devenue une cantine. Une cantine. Que c'est l'endroit Ouais. où on déjeune. Oui, puisqu'il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus d'espace public. Ouais. Donc voilà. Et puis, donc cette affirmation de l'individu par la voiture, en fait, elle est aussi liée au confinement. Pour revenir à la chambre, à chez soi, hein, c'est évidemment, depuis le temps long, l'individu s'est affirmé avec la mobilité, etc. Mais avec la crise, en fait, l'individu s'affirme dans son immobilité par ce qu'il fait à domicile, par son foyer, par sa visioconférence où on voit que son visage, et puis par un regain d'intérêt là sur la littérature de confinement et de retour à Voyage autour de ma chambre, donc de Xavier de Maistre, qui a été un peu remis au goût du jour au moment du premier confinement. Et ce d'autant plus que quand vous sortez, en fait, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes masqué par votre masque. Donc en fait, on vous voit encore moins, on est plus banalisé. Donc finalement, l'affirmation de l'individu, elle est cohérente avec plutôt son enfermement. Et puis dernier, je crois, c'est le dernier diapo sur cette partie 2, c'était un peu de s'interroger sur les relations entre numérique et mobilité, avec l'idée de se dire, voilà, ce qui moi me frappe, c'est que, alors je ne connais pas beaucoup du tout même les réseaux numériques, mais ils ont tenu. C'est-à-dire qu'en fait, au début du confinement, on se dit, est-ce que ça va tenir, tout le monde travaillant chez soi? En fait, il n'y a pas eu de problème. Alors, je parle vraiment de façon rapide. Le seul problème qu'on a vu, c'est qu'on a vu des gens attaquer des réseaux. Il y a eu des attaques sur le réseau pour mettre à plat le réseau. Voilà. Ça existait beaucoup dans les banlieues. Il y a eu ce genre de phénomène de... attaquer physiquement les installations. Attaquer physiquement les installations. Alors, moi, donc, grosso modo, les réseaux, ils ont tenu du numérique, alors qu'en fait, ceux de mobilité physique, ils ont plutôt chaviré par manque de demande, alors que ceux du numérique ont résisté à l'afflux de la demande. Alors, je vous ai mis une petite image là pour rappeler que télégraphe et chemin de fer se sont développés simultanément, que cette histoire au début est commune, puis après, il y a un peu une divergence entre l'histoire des réseaux de communication d'information et de communication physique des gens ou des marchandises. Et puis, on était plutôt à un moment de reconvergence avec notamment tous les gens du numérique qui viennent nous faire des voitures autonomes, enfin, le fait que vous prenez une Tesla aujourd'hui, c'est d'abord un ordinateur, enfin, tout ça. Voire le smartphone qui vous permet d'avoir accès à différents services de mobilité, toute cette idée de mobility as a service, donc qui vient quelque chose de dématérialisé. Et là, je m'interrogeais un peu sur le fait que cette convergence, finalement, est-ce que ces réseaux ont-ils une histoire qui va se rediviser parce qu'on a une société qui est plus capable de faire circuler donc, des mégaoctets là, que des gens. Donc, mon visage va plus facilement circuler par Zoom que moi-même. Et alors, pour faire un peu d'histoire, je voulais revenir aussi sur le fait que ce que le Covid a remis en cause, c'est notre proximité sociale. Et que le lieu de la proximité physique, j'ai marqué sociale, mais c'est quand même physique, en fait, excusez-moi, à bord des transports.
Et rappeler en fait que ça, c'est né à bord des transports collectifs. C'est-à-dire que quand on prend le phénomène de métropolisation, d'industrialisation, d'urbanisation du 19e, là, les gens qui arrivent sont des gens qui viennent des campagnes, des gens qui ont une habitude de sociabilité de campagne, de connaître tous les gens autour d'eux, pas grand monde, mais tous les gens autour d'eux dans leur village. Et d'avoir de bouger une fois par semaine à la ville pour le marché et une fois dans leur vie un peu plus loin. Mais de surparcourir les 5-10 km autour de leur village tous les jours. Ils arrivent dans un monde urbain où on va avoir l'anonymat urbain, la confrontation à d'autres qu'on n'a pas choisi. Et le lieu principal où ça se joue, c'est l'intérieur des omnibus. Donc c'est le dessin que je mets ici. Un intérieur d'omnibus, c'est 2 bancs. Donc il y a un banc avec 10 personnes là, il y a un autre banc avec 10 personnes en face, qui sont à 1 mètre et qui se regardent. Et vous voyez bien, donc ça c'est un dessin de 1829, les premiers omnibus à Paris c'est 1828. Et là, on voit bien comment est-ce que l'omnibus est le lieu de la confrontation sociale entre nos bourgeois gros et un peu âgés à droite, et puis d'autres types sociaux, l'ouvrier, les enfants, etc., et qui viennent gêner les uns les autres. Et on a cette confrontation qui est un apprentissage que nous avons tous, alors peut-être un peu maintenant oublié, mais on savait prendre le métro en étant confronté comme ça, pris dans la foule, sans dévisager les autres gens, enfin tout ça, on savait faire et qu'on sait peut-être encore un peu faire, qu'on refera peut-être un peu, et qui a été appris à bord des omnibus il y a 2 siècles maintenant. Et ça, finalement, c'est le refus du transport collectif. Moi, je pense qu'il est cohérent avec ce problème de la distance et avec un refus finalement de la métropolisation industrielle. Il y a les deux qui vont de pair et et d'ailleurs, je pourrais continuer là-dessus, c'est qu'un autre endroit où on s'est confronté aux autres, c'est les cafés, en fait. Et il n'y en a plus. Donc, on est aussi sur une cohérence sur ce schéma-là. Donc, refus de la proximité va de pair avec ce refus de la métropole. Et d'ailleurs, affirmation de l'individu, je ne l'ai pas écrit comme ça, mais là-dedans, on a aussi de l'anonymat. C'est-à-dire qu'on monte, on ne sait pas à côté de qui on s'installe, etc. Ben, ça va. C'est finalement en tension avec cette affirmation de l'individu que j'ai dit préalablement. Avec le zoom, vous avez votre nom en dessous, on sait qui vous êtes. Alors, du coup, le problème, c'est comment est-ce qu'on va accepter de vivre aujourd'hui dans cette ville industrielle qui, à mon avis, est le résultat de 3 noms qui sont en fait le même phénomène. C'est métropolisation, globalisation, mobilité. Ouais. Est-ce que tu ne reviens pas à dire toujours le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la société qui a pu télétravailler, une partie de la société qui a pu changer ses habitudes en termes de déplacement, une partie de la société qui n'a plus envie de voyager en transport en commun, une partie de la société qui s'achète des gros SUV. C'est toujours en train de parler des mêmes gens, là. Finalement, oui, tu as raison. Je n'ai pas forcément vu cette vision transversale, mais oui, on peut le dire comme ça. Et c'est toujours la même partie qui est au pouvoir, accessoirement. Donc, c'est le discours ambiant qu'on a, sinon au pouvoir, au moins aux médias. C'est cette partie surreprésentée dans les médias. Ça, c'est très clair. Enfin, il y a des chiffres, je ne suis pas expert de ça, mais le nombre d'ouvriers qui passent au journal de 20h et tout ça, c'est très, très faible par rapport au cadre. Est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas, pour reprendre un peu ce qui vient d'être dit, est-ce que ce n'est pas justement la mise en évidence, voire même la mise en abîme, de manière beaucoup plus cruelle, des inégalités sociales, économiques, politiques, liées aussi bien aux migrations, je vais aller beaucoup plus loin, aux migrations, puisque si on prend la migration en tant que phénomène global, on quitte un endroit pour aller à un autre, il y a des migrations externes, des migrations internes. Dans les phénomènes de migration interne qu'on appelle mobilité, est-ce que ce n'est pas toujours les mêmes qui pâtissent justement les plus pauvres, les immigrés, les sans-emploi, et finalement, donc, cette mise en abîme des inégalités qui préexistaient, si je reprends votre thème, processus accélérateur et processus, est-ce que ce n'est pas finalement, comme dit le professeur, est-ce que ce n'est pas finalement les mêmes choses qu'on réussit vues de manière différente? Alors, moi, cette idée d'analyse transversale et d'accélérateur, y compris jusqu'aux franges les plus fragiles de nos sociétés, qui sont les immigrants récents, elle me séduit. Je ne l'ai pas pensé comme telle, finalement, on en prend compte comme ça.
mais on pourrait, on sait que de notre point de vue, les immigrants vont être évidemment ceux qui sont relégués dans les zones les moins accessibles, qui ont le plus de problèmes de mobilité, qui vont se lever à 4 heures du matin, etc. Jacques, pour rebondir sur ce que vous avez dit, de tout temps, on sait très bien que les gens qui ont immigré, soit dans un autre pays, soit dans la ville, étaient des gens qui, là où ils étaient, avaient un statut à peu près raisonnable, même s'ils étaient très pauvres, mais ils avaient un statut et qu'ils perdent ce statut en se déplaçant et en immigrant. C'est-à-dire que avant de récupérer l'équivalent du statut qu'on a avant d'immigrer, c'est très long. Et si vous voulez, ce qui se passe et ce qui est fondamental, c'est que ce qu'on appelle ascenseur social permettait en 3 générations à un immigrant qui donc quittait sa position pour accepter d'aller quelque part où il avait une condition bien pire, pouvait espérer en 2 générations, c'est-à-dire voir ses enfants déjà s'en sortir et voir les enfants de ses enfants s'en sortir très bien. Et donc, ce qu'on voit ici, et ce qui est une accélération, c'est que les gens qui vont s'en sortir très bien sont ceux qui appartiennent à une certaine couche sociale, une couche transverse qui va du SUV à je peux partir m'isoler à la campagne et je peux continuer à faire mes études dans de bonnes conditions, même si c'est par Zoom, à des gens qui ont un seul ordinateur quand ils ont un ordinateur chez eux pour 2 ou 3 enfants, qui ne peuvent pas se déplacer, dont les parents sont obligés de continuer à travailler, etc., etc., etc. Ouais. Tu me décris la limitation d'une mixité sociale qui est en train de se mettre en place de manière à l'origine involontaire. Est-ce que tu crois que c'est une hypothèse irrecevable que de constater une sorte d'écho ou de phase avec la séparation genrée simultanée? Je ne dis pas l'un après l'autre, mais est-ce que dans le fond, les ondes ne se rejoignent pas, ne se mêlent pas, ne se lisent pas ensemble? Et moi, j'ai une autre hypothèse, mais là, pour le coup, elle n'est pas scientifique, c'est juste mon intuition. J'ai l'idée d'une réponse qui me paraît assez anglo-saxonne à la crise, à la logique du confinement. Ce que j'appelle réponse anglo-saxonne, c'est le lieu qu'il faut éliminer comme étant dangereux, c'est le café ou c'est le restaurant. Et cela me fait penser aux villes anglo-saxonnes, aux villes américaines, qui sont des villes de non-rencontre de ce type. Je ne sais pas du tout scientifiquement ce qu'il en est de la propagation du virus dans les cafés. Mais en tant que littéraire, je remarque ces 2 choses, la séparation genrée et la séparation culturelle anglo-saxonne, et je ne sais pas quel est l'autre mot, si c'est méditerranéen ou l'autre mode de vie, celui du café. C'est viennois, le café. Viennois. Enfin, moi, je ne sais pas, mais c'est ça, hein, c'est le mode de vie de la ville industrielle viennoise ou au Mittel Europa. Enfin, Zweig décrivait la ville de l'harmonie musicale et de la relation, exactement. Même si bon, la Méditerranée aussi, mais ouais. La question des cafés, alors pour le coup, 2 choses. Donc, la question des cafés, oui, je l'ai déjà cité un tout petit peu, et je pense qu'elle serait intéressante à croiser effectivement d'un point de vue scientifique. Je ne sais pas non plus, j'en sais rien si on l'attrape plus au café qu'ailleurs, mais en fait, c'est cette transformation des espaces publics, c'est la disparition des espaces publics, du tiers-lieu, de l'espace public qui est interdit après 18 heures, il n'y a plus d'espace public, quoi. Et le café, c'est le cœur de l'espace public, de même que les transports publics. Absolument. Et donc là, il y a une convergence, je suis tout à fait d'accord. Ce qui a été drôle, c'est quand même, après le premier confinement, l'autorisation sur l'espace public voiture de la prise des terrasses. Ouais. Et ça a été vraiment quelque chose, une sorte de réaction pour le coup populaire, pour le coup de l'individu, pour le coup on s'approprie, on se réapproprie l'espace public pour les gens et pas pour
quelques individus qui voyagent en SUV tout seuls dans leur voiture. C'était assez original, ça. Hein. Et qui s'appuyait aussi sur la tendance ancienne, qui est qu'on chasse le nombre de places de voiture. C'est-à-dire qu'en fait, de la Noé Hidalgo, on supprimait un nombre énorme de places de voiture, et pour différents motifs. Et donc ça, c'en était un nouveau. Donc, parce qu'autant, effectivement, la voiture en tant qu'objet, je trouve, a été relancée, mais peut-être qu'en revanche, en termes de place dans la ville, la tendance est toujours un peu à l'illégitimité croissante. Enfin, en tout cas, on a quand même de plus en plus d'aménagements, et effectivement avec une base populaire. Mais en convergence avec, par exemple, pour Paris, hein, une politique ancienne de la ville de Paris, finalement. Et sur le genre, alors, moi, je ne suis pas un expert du genre. J'ai écrit un article genre et transport sur le temps long qui essaie de montrer comment le bus était le mode du féminin et le métro du masculin. Et donc, la baisse aujourd'hui du métro peut être aussi une forme peut-être de perte d'une dynamique masculine, hein, je dirais ça comme ça. Mais je sais alors pour le coup, je ne suis vraiment pas expert, je sais qu'il y a quand même beaucoup de recherches qui étaient préexistantes sur voilà, qu'est-ce que c'est que de créer un urbanisme adapté aux femmes ou autres, enfin, qui prennent en compte, on va dire, les questions de genre. Il y a une ligne là-dessus dont je ne suis pas expert, mais c'est vrai que c'était une question aussi qui était montée déjà. Et de même qu'il y a des différences sociales accrues, je pense qu'en question de genre, elles sont aussi liées, hein, parce qu'on l'a vu sur les employés, là, les femmes qui restent plus chez elles, etc. La question des contraintes de déplacement liées aux enfants, liées au couvre-feu, enfin, ça doit être encore plus accru. Ouais, je ne l'ai pas creusé, mais je pense qu'il y a une hypothèse assez intéressante à creuser, comme tu l'as proposé. Et donc, pour finir sur cette deuxième partie, l'idée, c'est de me dire, voilà, ce qui pose problème, mais je ne l'ai pas forcément fait aussi social que ce que tu proposes, c'est plutôt systémique sur métropole, globalisation, mobilité et industrialisation au final. Et donc, finalement, si le problème, c'est ça, ben moi, ça me renvoie à un problème plus global qui est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis pas mal de temps maintenant, on est dans une remise en cause de l'industrialisation au sens de notre production de CO2, en fait, pour faire vite. D'où ça m'a renvoyé vers vraiment la question de Covid et changement climatique, qui sera ma troisième partie, si on a un peu de temps, ou on a peu de temps. Rapide. 5 minutes, ça marche. Même si c'est juste le truc le plus important, finalement. Mais non. 5 minutes. Non, j'en ai peu, hein, des diapos là-dessus. Donc, virus ou climat, en fait, il s'agissait de se dire de quelle crise on parle. Parce qu'en fait, les crises de mobilité, on avait déjà un problème de mobilité lié au climat. Et le premier truc à voir, c'était ce fameux pic de pétrole. Donc, le pic de pétrole, tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette histoire. Est-ce qu'à un moment, notre consommation de pétrole va atteindre un maximum, ou notre production? Et en fait, historiquement, la production, justement, si j'ai basculé, c'est parce que c'est justement la tension. Parce qu'historiquement, on s'attend à ce que la production atteigne un maximum. Et que l'offre ne puisse plus augmenter et qu'elle baisse et que du coup, ça soit la catastrophe. Ça, c'est l'effet classique. Mais en revanche, l'effet constaté, c'est qu'avec le Covid, et bien, en fait, c'est plutôt la demande qui baisse. Et donc là, c'est BP hein, qui fait les meilleures statistiques sur le pétrole chaque année. Ils publient non, mais c'est leur boulot. Enfin, c'est leur boulot. Ils peuvent consacrer quelques millions de dollars à faire ça. Et donc, ils font le BP Energy Outlook chaque année, qui est la référence où on cherche des chiffres bien et tout ça. Et là, ils vous montrent la production en bleu, là, et puis plusieurs scénarios. Le business as usual, vous voyez, quand même, c'est au niveau du Covid qui va quand même commencer à redescendre. Et puis tous les autres qui sont en baisse à partir du Covid. Et donc, finalement, l'idée, c'est de se dire que le pic pétrolier, en fait, il s'appelle Covid. Enfin, Covid, c'est le nom du pic pétrolier, sauf que le pic n'est pas le pic attendu, puisque c'est un pic par la baisse de la demande. Baisse de la demande liée à la baisse d'activité globale économique, ça c'est clair. Peut-être éventuellement à l'électrification d'un certain nombre de transports, mais c'est quand même marginal encore aujourd'hui. Et puis, en fait, pour BP, vous voyez, on ne remontera jamais plus haut que ce qu'on a atteint au niveau 2019-2020. Voilà. Ce pic était déjà passé pour le pétrole conventionnel et en fait, depuis lors, depuis une dizaine d'années,
Et on a cherché en fait des pétroles non conventionnels, type schiste, etc. Et on constate par ailleurs, ça je ne vais pas revenir dessus très vite, mais que le pétrole qu'on met pour trouver un baril de pétrole, on en met toujours plus pour récupérer un baril de pétrole, ce qu'on appelle ELROY. Donc ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Si ça se réchauffe suffisamment, ça pourrait changer. C'est vrai, si on en trouve dans des endroits qui n'étaient inaccessibles, et si on se permet d'y aller, oui. Le nord de l'URSS, je ne vois pas pourquoi ils s'empêcheraient d'y aller. C'est chez eux, oui, tout à fait. On a un peu autre chose sur l'urbanisme tactique, les temporalités. En fait, il y a un urbanisme qui, je ne sais pas, personne connaît cette expression qui a émergé, urbanisme tactique. Alors, dans le monde de l'urbanisme, elle a été beaucoup employée par les maires, en fait, grosso modo aussi, il y a un an, quand ils ont commencé à faire des coronapistes et tout ça, ou des installations sur des places de voitures. Ils ont appelé ça l'urbanisme tactique, qui en fait est un... Alors moi, j'étais content parce que j'ai publié il y a 10 ans un bouquin qui s'appelle « La bataille de la route ». Donc, j'étais déjà dans l'idée qu'effectivement, on est l'espace public comme champ de bataille entre les systèmes de transport. Et puis, le problème, en revanche, c'est que cet urbanisme, ce n'est pas de l'urbanisme, c'est des mobilités, déjà. Et en plus, ce n'est pas des mobilités, c'est des objets de mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, on va résumer le problème, non pas aux besoins de l'individu, à pourquoi je me déplace, etc., mais vraiment à l'objet lui-même. Et donc, c'est toujours prendre le problème par le mauvais bout. Comme quand on parle de problème de la voiture, on va parler du moteur en disant qu'il faut le changer en électrifiant plutôt qu'en gardant du thermique. Alors qu'en fait, c'est le dernier truc à faire. Il faut d'abord réfléchir au système automobile, au territoire qui va avec, et aux raisons de se déplacer. Mais surtout, donc, le problème, c'est qu'on est beaucoup plus dans une crise longue, qui est le climat face à la dépendance automobile. Et ce n'est pas de la tactique, c'est de la stratégie. En fait, c'est vraiment beaucoup plus long, avec surtout quelque chose qui va croiser tous les domaines, plutôt que simplement l'objet sur l'espace public au sens très étroit, tel que c'est proposé. Encore 2 ou 3 diapos rapidement. Le télétravail, parce que c'est quand même important. Le problème du télétravail, c'est son bilan écologique. En fait, ça, c'est un vrai problème. Ce qui est perçu, c'est qu'une vision de court terme, en disant je vais éviter de faire des trajets. Donc, voilà. Et ça, alors, il y a quelques études qui montrent, l'ADEME a fait un truc. En fait, quand on regarde sur le temps long, plus long terme, on va dire, il y a beaucoup d'effets plus ou moins rebonds qui sont plus compliqués. D'une part, en fait, c'est que si j'accepte de faire, enfin, si je fais moins souvent mon trajet quotidien, je vais accepter d'en faire un plus long puisqu'il est exceptionnel, qui est 1 fois par semaine, donc je vais habiter plus loin. Potentiellement, j'habite dans une zone moins dense où je suis plus dépendant de ma voiture. Ça, c'est un plus long terme. Un très plus long terme encore, c'est de se dire beaucoup de gens vont habiter dans cette zone moins dense, qui va devenir plus dense et qui va peut-être être plus favorable à des modes non voiture. Mais ça, c'est vraiment un rééquilibrage de la démographie française à l'échelle des campagnes et tout ça, on va dire. Donc, on a des problèmes de relocalisation dans des territoires qui sont peu adaptés à des modes autres que la voiture. Et en fait, il y a une étude qui a été faite là récemment qui montre que les gens qui télétravaillent bougent plus que les gens qui ne télétravaillent pas. Et on parcourt plus de kilomètres. Et puis, on a des enjeux thermiques de chauffage qui font que quand vous allez vous relocaliser, vous allez prendre une maison avec bureau pour pouvoir prévoir votre place de télétravail. Et que par ailleurs, votre entreprise, il faut qu'elle gère son parc de bureaux pour optimiser la chose, sinon elle va chauffer des bureaux vides. Donc, globalement, ça fait un effet négatif. J'avais quoi? J'ai encore 2, 3. Oui. Tu pourrais ajouter qu'on transfère la charge énergétique sur l'individu. Et oui, là, d'un point de vue, tout à fait. On revient sur qui est-ce qui peut, qui est-ce qui ne peut pas. Tout à fait. Et c'est toujours la même catégorie. Et la pollution numérique aussi. Alors oui, voilà, il y a la pollution numérique. Ouais. Je ne sais pas du tout, une réunion Zoom, qu'est-ce que ça consomme? Je vais regarder, moi, par rapport à l'avion, parce que j'ai bossé un peu sur les questions d'utiliser l'avion ou pas. Alors, par rapport à l'avion, c'est toujours évidemment beaucoup mieux. Mais on part d'un truc énorme. Oui, Donc, même en incluant tous les trucs, les installations, à l'époque, ce n'était pas Zoom, c'était des salles de visioconférence. Mais après, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais ma réaction, c'est toujours de se dire que c'est prendre le truc par un petit bout de la lorgnette, de se dire on regarde la réunion Zoom par rapport à avoir pris sa voiture. En fait, systémiquement, le système derrière, il y a d'autres trucs sur où habitent les gens, etc.
Dernier truc, c'est en m'inspirant il y avait un article de Bruno Latour là, cet été sur quels sont les gestes barrières face à la crise Covid, mais en fait c'était des gestes climat. Pour lui, c'est d'abord ça les premiers gestes barrières qu'il fallait faire. Et moi, ce qui m'intéressait un peu, c'était est-ce que la Covid prépare ou non à la crise climatique. C'est en se disant, en fait, avec le Covid, on a adopté des gestes barrières de façon très très massive, consensuelle ou presque, voilà, etc. Et avec le climat, au contraire, en fait, les gestes sont beaucoup plus difficiles à adopter. En témoigne la crise des Gilets jaunes, avec la taxe carbone, alors qui pose plein de problèmes, mais en fait, qui est quand même le signe que notre société avait du mal à accepter un geste barrière climat, pour le faire comme ça. Et finalement, la réflexion que je voulais mener, c'est de se dire la crise ne nous fait bouger que si nos corps sont vraiment directement impliqués. C'est le virus qui va arriver chez moi et je ne veux pas le voir, enfin dans mon corps. Donc, c'est aussi le retour du corps et de l'immédiat. Alors que le climat, mon corps, il n'est pas immédiatement toujours bougé, même si un jour, peut-être que j'aurai un tsunami qui va m'arriver, mais je ne sais pas quand, et puis voilà. Donc, c'est indirect, c'est très long, et le CO2 est pourtant aussi impalpable que le virus, mais il n'est pas perçu pareil par nos corps, par la mise en danger de notre individu. Pardon, excusez-moi, pardon. Ouais. Là, c'est le médecin qui parle. En tant que médecin, c'est une assertion qui n'est pas tout à fait juste sur le plan épidémiologique, puisque la mortalité liée au climat est connue. Chaque année, on a une centaine de mille de morts en France dues au climat, et dans le monde, on est quasiment à 2 millions, soit quasiment aujourd'hui, au bout d'un an, pareil que le virus. Mais sauf que la perception, et là je suis d'accord avec vous, la perception de l'immédiateté de la crise virale, la toux, la fièvre, les douleurs, la réanimation sont bien perçues que sur le cancer du poumon qui dure 2-3 ans avant de mourir. Mais le nombre de morts et la temporalité, effectivement, sont différentes quand on est dans la crise climatique que quand on est dans la crise aiguë du Covid. Mais le nombre de morts est quasiment pareil aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le danger même de la crise climatique. Parce qu'elle va s'accentuer de plus en plus, alors que la crise Covid, on a un vaccin, on a des vaccins qui sont ce qu'ils sont, mais qui limitent quand même la crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en fait, c'était un peu pareil. Qu'est-ce qu'on arrive à arrêter finalement l'avion, et ce qui est plus difficile à arrêter, ça va être nos territoires, transformer nos territoires, les dépendances, etc. Alors que moi, personnellement, je pense que pour la crise climatique, la solution, c'est d'avoir des quotas carbone de mobilité égalitaires, pour le coup, voilà, et que ça nous immobilisera un jour, de même que le Covid, et que nous aurons un budget carbone à dépenser, et qu'à la fin, si vous êtes au mois de juillet, que vous avez tout dépensé, vous restez chez vous pendant 6 mois. Pour faire vite. Mais je n'ai pas le temps de le déployer. La conclusion, c'était de se dire de quelle crise on parle. Est-ce que c'était le Covid ou est-ce que finalement c'est le climat? Il y a des convergences, il y a peut-être des préparations, mais il y a aussi des divergences, comme on vient de le voir. Mais surtout, je pense que la crise qui est derrière ce Covid, du point de vue de nos mobilités, c'est un rapport plus long à l'industrialisation, à la métropolisation, à l'accélération. Et que finalement, elle nous a permis de mettre des mots dessus, en quelque sorte, de penser et de faire revenir ce mot crise qui était quasiment impensable dans nos habitudes. Voilà. Je m'arrête ici. Crise impensable dans nos habitudes. Non, du monde de la mobilité, excusez-moi. Dans le monde de la mobilité, on ne parlait pas de crise. Jamais. On parle d'innovation. Depuis que je suis né, moi, on parle de crise. Oui, excusez-moi, j'ai été trop rapide. Mais dans la mobilité, on ne parle jamais de crise. Même la ligne 13, on peut passer à la crise, en fait. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Juste une question vraiment sur le dernier point là, qui a été abordé sur l'histoire des quotas. Ce qu'on comprend bien, c'est chacun aurait un quota de dépenses carbone. Est-ce qu'on peut imaginer, comme ça se fait pour les entreprises, ensuite un marché? Ouais, il se trouve que je bosse tout à fait, mais je bosse avec des étudiants sur un projet là-dessus. Pour une structure qui s'appelle le Forum Vie Mobile, qui essaie d'animer des idées sur ça. Ça part du constat que les taxes carbone avec les gilets jaunes, c'est inégalitaire, parce que en fait, les riches pourront toujours payer plus, et que ceux qui sont limites, si on leur met une taxe carbone, ils ne pourront pas l'assumer. Donc ce n'est pas la bonne solution, et qu'il faut une solution qui ne soit pas dépendante de l'argent, et donc qui soit plutôt à l'individu.
Alors après, avec des situations, si vous habitez, si vous avez des enfants à charge, si vous habitez à la campagne, peut-être qu'on va vous mettre un quota plus fort. Et l'idée sur laquelle on est en train de bosser avec les étudiants, on va sortir ça en mai, ça serait de faire un… Alors, moi, je n'étais pas très fan, mais eux, ils étaient assez fans de faire un marché pour les individus et un marché pour les entreprises. Enfin, distinguer entreprises-individus, ça, c'était la base, parce qu'il y a des déplacements professionnels, etc. De faire prendre le domicile de travail par les entreprises, en plus. Et du coup, de faire un marché, mais pas un marché coté avec une valeur différente. C'est un marché où vous auriez le droit d'acheter un quota qui serait un prix fixe, mais de ne pas en acheter 50, d'acheter peut-être juste 2-3 fois ce que vous avez droit dans l'année. Et donc, comme ça, même Bernard Arnault, il ne pourra pas s'en acheter 3 milliards, il n'en aura que 2. Stop. Uber arrivera et on aura une société de type Uber, voire des sociétés de type Uber qui vont racheter des petits bouts et qui globaliseront et qui passeront ça sur l'autre marché de l'autre côté. Alors ça, c'est en fait, donc il y a plein de gestes barrières du truc, si je veux dire, pour faire en sorte que ça puisse marcher. Mais il y a plein de problèmes en fait, mais oui, énormément de problèmes. Le fait de séparer les marchés en règle générale. Déjà d'appliquer la logique capitaliste à ce truc. C'est pas capitaliste au sens, enfin, il y a pas on ne peut pas faire de spéculation. Ah, ok. Le prix est fixe et pourrait être fixé chaque année par l'État. Mais on étudie ça. C'est vraiment, c'est tout à fait expérimental. Enfin, expérimental, non, il n'y a pas encore d'expérimentation, mais c'est prospectif. Mais il y a des échos, on est en écho avec des politiques, en fait, avec Delphine Batho, avec François Ruffin, qui sont assez intéressés par ces idées-là. Parce que, de toute façon, tout ce qui est taxe carbone, ça ne marche pas très bien, quoi, d'un point de vue égalitaire. D'autres questions? J'ai juste une question par rapport, lorsqu'on parle du climat et puis… Parlez dans votre micro, Jacques. C'est meilleur? C'est mieux. Ah oui, ok. En fait, la question elle se pose toujours par rapport à… lorsqu'on parle de climat, c'est plutôt global, nous sommes d'accord. Si on le fait à Paris, rien qu'à Paris, et qu'à Lyon, on pollue, ça va toucher Paris un jour, ça c'est sûr. Et donc, c'est l'argumentaire que sur le plan économique, la Chine peut dire OK, l'Europe s'est déjà développée de manière industrielle et maintenant elle vient avec des solutions d'environnement et autres, alors que moi, je dois me développer. Cet argumentaire a été pendant longtemps, mais ce qui n'est pas mis en exergue, c'est par exemple, si demain l'Afrique veut se développer de manière industrielle et de manière accélérée, on a un double problème au niveau du monde, c'est qu'il y a des réserves, on a un aspect de réserve écologique au niveau de l'Afrique qui va être détruit via l'industrialisation. Et la taxe carbone va être remise en question par ces États qui vont dire non, mais vous êtes déjà industrialisé, un peu le même argumentaire que la Chine. Est-ce que vous, lorsque vous faites des recherches dans ce cas, est-ce que vous modélisez un peu cet aspect économique ou alors comment répondre à ce genre d'argumentaire dans le futur? Oui, alors moi, j'ai deux réponses. La première, c'est que moi, pour le modèle des quotas qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment à l'échelle de pays, alors soit France, soit Europe. Enfin, on n'est pas, et c'était une question qu'on avait posée en fait au début. C'est tellement compliqué déjà qu'on a rompu un peu. Ça reste modeste quand même comme problème, comme travail. Ma deuxième réponse, c'est de se dire que c'est justement à nous, Européens, d'aller le plus fort dans les transformations de notre société parce que on a justement ce passé et qu'encore aujourd'hui, quand vous regardez les tonnes de CO2 émises, en France, on est à 11 tonnes en prenant la consommation et dans n'importe quel pays d'Afrique de l'Ouest, on va être à 10 fois moins. Donc, la responsabilité, on en a une énorme. Donc, je ne sais pas s'il faut prendre même s'il n'y a pas même si on dit non, il ne faut pas se développer aux Africains ou aux Chinois, en fait, même avec ça, je pense que c'est à nous d'abord de transformer nos modes de vie. On ne peut pas empêcher les autres de nous rejoindre. Ah non, mais en même temps, la croissance exponentielle de la force de travail, de la population mondiale, elle se passe en Afrique. Ouais.
immense. Déjà, ça va être, enfin, ça va bouleverser complètement, à la fois au niveau de l'immigration, mais au niveau de la force de travail et du pouvoir économique. Et moi, ça dépasse un peu mes cadres habituels de réflexion, qui sont très sur la ville européenne, pour le dire comme ça. Le fait que tu vas avoir une masse qui va vouloir consommer, qui va être supplémentaire, n'empêche pas le fait que tu ne peux pas laisser ces pays se développer, au moins pour rattraper un niveau équivalent à l'Europe. Hein. Et après, à l'Europe de trouver des solutions, à l'Europe, les États-Unis, de trouver des solutions qui permettent de faire en sorte d'arriver au même standing en consommant beaucoup moins. Bah, c'est 2 tonnes qu'il faut envisager, c'est 2 tonnes de CO2 par personne pour arriver à 2 degrés, ce qui, je ne sais pas si on y croit encore, et nous on est à 11. Les États-Unis ils sont à 18, je ne sais plus combien, mais 11 c'est déjà beaucoup. Bien, y a-t-il d'autres questions ?